Voilà, on recommence. J'arrive quand même toujours à prendre tout le temps et quelque chose de plus. Donc, j'essaie de terminer à midi cette fois. Voilà, on va aborder un nouveau sujet parce que je vais d'abord motiver. Parce qu'on peut se poser la question suivante. Bon, on a vu que peut-être c'est concevable, on peut imaginer que la théorie quantique des cordes peut nous donner finalement une interprétation microscopique de l'entropie des trous noirs, mais on a vu que ça marche au moins dans les cas où on peut justifier de A à Z le calcul. La question est si ça marche, est-ce qu'à ce moment-là, on peut dire que les problème de l'information que Hawking avait soulevé est résolu. Et la réponse est, au moins ma réponse, c'est que ce n'est pas le cas parce que et même si on sait interpréter l'entropie, on ne sait pas où l'information, comment l'information est préservée dans les processus. Par exemple, si l'état final d'un processus qui forme un trou noir, c'est-à-dire cette radiation de Hawking qui vient à être émise, doit contenir l'information de l'état initial, elle ne peut pas être exactement thermique. Ça, c'est un théorème. Un état thermique, c'est un état avec une entropie, donc une perte d'information, si vous voulez, la plus grande possible. Donc, la question est, est-ce que l'état final est près d'un état thermique? À quel niveau de précision je peux dire que l'état final d'un processus quantique qui donne un trou noir est tout près d'un état thermique près de celui que Hawking a obtenu. Et l'autre question qui est aussi très intéressante, c'est est-ce que dans un processus où on forme un trou noir et après il y a l'évaporation de Hawking, on doit nécessairement conserver ou peut-être pas conserver des nombres quantiques globaux. C'est-à-dire la charge électrique, on est tous d'accord qu'elle doit être conservée, mais par exemple, on sait que dans la nature, il y a d'autres charges, entre guillemets, qui ne sont pas liées à des champs de jauge, à des forces à longue portée. Par exemple, la charge, le nombre baryonique. Vous savez, le nombre baryonique, c'est le nombre conservé qui est responsable de la stabilité de la matière, la stabilité des atomes, la stabilité du proton. Et on a des bornes inférieures très fortes sur la vie moyenne du proton. Alors, est-ce que le nombre baryonique doit être une symétrie exacte ou, comme beaucoup de gens le disent, à cause des trous noirs, elle ne peut pas être un nombre. Parce que, disons, si je forme un trou noir astrophysique, évidemment, c'est formé avec un grand nombre baryonique, parce que, comme dans l'univers, il y a plus de matière qu'antimatière, le trou noir est formé par de la matière et pas par de l'antimatière. Est-ce qu'après l'évaporation, tout ce nombre baryonique va disparaître? Donc, c'est une très bonne question, qui n'est pas résolue par ces comptages d'états. Donc, on va se servir c'est ce qu'on appelle des expériences de pensée, en allemand Gedanken Experiment, donc je vais l'appeler GE pour Gedanken Experience. Vous savez bien que
dans les premiers jours où on a considéré la mécanique quantique et la relativité, ou même pour arriver à définir ou à arriver au concept base de la relativité et de la mécanique quantique, on s'est servi beaucoup d'expériences de pensée. Par exemple, Einstein, pour arriver à la critique d'un temps absolu, a imaginé comment exactement synchroniser des montres. Évidemment, il n'y avait pas à son disposition des choses qui bougeaient d'une façon relativiste, mais on a imaginé qu'on pouvait les concevoir. Et en mécanique quantique, on a beaucoup utilisé des expériences de pensée pour dire comment on ne peut pas déterminer position et vitesse d'une particule avec précision arbitraire. Alors, on va un peu adopter la même ligne et dire, est-ce qu'on peut imaginer des expériences peut-être pas tout à fait faisables, mais qu'on peut concevoir et mettre à l'épreuve, par exemple, la théorie quantique des cordes comme une théorie quantique de la gravitation, et donc étudier ces problèmes de l'information dans des expériences de la pensée. Alors, les problèmes les plus simples qu'on peut concevoir sembleraient être les suivants. On prend une collision de deux cordes à masse nulle, ou si vous voulez très légère, ou à masse nulle pour être plus simple, à des énergies très très élevées. Je vais dire tout à l'heure pourquoi il faut aller à des énergies qui sont au-delà de l'échelle de Planck, l'échelle d'énergie de Planck, de la masse de Planck. Mais on imagine d'avoir préparé ce système de cordes, deux cordes qui font une collision, dans un état pur du point de vue de la mécanique quantique. Alors, je vous rappelle qu'en mécanique quantique, si on prend un état et on les laisse évoluer dans le temps, la mécanique quantique nous dit qu'il y a un opérateur unitaire, grand U, qui décrit l'évolution de l'état. Simplement, on prend l'état, disons l'état A, préparé à un instant T0, et l'état à un instant successif T sera donné par un opérateur unitaire qui est donné justement par l'hamiltonien. L'hamiltonien en mécanique quantique, c'est l'opérateur qui donne les translations dans le temps, et son exponentielle fois t moins t0 fois moins i donne l'état à temps t si je pars avec l'état à temps t0. Et comme il s'agit d'un opérateur unitaire, la norme de l'état est préservée, et pas seulement la norme de l'état. Si je pars avec deux états orthogonaux, A et B, à temps 0, cette orthogonalité est préservée par l'évolution unitaire, parce que ça suffit de mettre l'opérateur et son hermitien conjugué, et on obtient 1. Donc, et c'est ça, si vous voulez, tous les problèmes de l'information. Supposons que je forme un trou noir avec l'état A et avec l'état B, et que l'état A et l'état B sont orthogonaux, mais ils ont la même charge électrique, la même énergie totale et les mêmes moments cinétiques. Donc, le nombre quantique qui définit les trous noirs. Donc, s'ils forment deux trous noirs que je ne peux pas distinguer, comment on va préserver cette orthogonalité? Il faut que le trou noir formé par l'état A et le trou noir formé par l'état B soient pas la même chose. Donc, évidemment, si on comprend d'une façon microscopique qu'il peut y avoir différents trous noirs qui correspondent aux mêmes valeurs de l'énergie, ça va nous aider
mais ce n'est pas encore la réponse complète au problème. Et là, disons, en passant, je mentionne que cet opérateur U de T0 et T, c'est ce qu'on appelle la matrice S. Matrice, c'est synonyme d'opérateur, hein, parce qu'on pense de prendre l'opérateur entre des états arbitraires. Elle devient la matrice S si je prends T0, je fais tendre T0 vers moins infini et T vers plus infini. Donc la matrice S, c'est un peu le cas limite. Je prépare un état à temps dans le passé lointain et je l'observe dans les futurs lointains aussi. Mais l'unitarité doit bien être vraie pour n'importe quelle valeur de T0 et de T. Alors, pourquoi nous avons besoin d'aller à des énergies transplanckiennes? Bon, c'est très simple. On a vu tout à l'heure que dans la théorie des cordes, on s'attend à ne pas avoir des trous noirs en dessous d'une certaine masse critique que j'avais appelée M étoile dans l'heure précédente. Et maintenant, je la redéfinis comme M seuil, threshold, parce qu'elle va jouer un rôle de seuil pour la production de trous noirs dans notre processus de collision. Mais c'est la même chose, hein, c'est donné par la même formule. Et si j'utilise la relation que j'ai aussi donnée tout à l'heure entre la masse de la corde MS et la masse de Planck en dimension arbitraire, je trouve qu'il y a entre les deux une puissance qui est négative parce que, bon, on fait le petit calcul et on trouve cet exposant-là de la constante de couplage qui est négative, bon, si 2, grand 2 est plus grand que 3. Et comme on va exclure le cas d égale 3 qui est un peu problématique, disons, là c'est un nombre plus grand que 1. Donc, effectivement, si on veut vraiment arriver à produire des trous noirs, on doit aller même au-delà. En théorie des cordes, on doit aller même au-delà de la masse de Planck. Disons, sans la théorie des cordes, on pourrait dire que ça suffit d'aller à la masse de Planck. Mais disons, dans la théorie des cordes, à cause de cette taille finie de la corde, on doit même aller au-delà. Donc, cette échelle est plus grande que M Planck si la constante de couplage est petite. Et on se pose à nouveau dans ce cas de figure où la constante de couplage est petite. Mais exactement comme dans le cas du comptage des états pour l'entropie, les corrections dues à la constante de couplage non nulle sont pas nécessairement petites, même si la constante de couplage est beaucoup plus petite que 1. Dans les problèmes de l'entropie, c'était à grand M qu'on avait des effets importants, même à constante de couplage petite. Ici, ça va être le cas si l'énergie est très grande. Et on verra bien dans quel régime d'énergie, combien, par exemple, en dessus de ce seuil, les effets des constantes de couplage deviennent importants. Donc, on va prendre constante de couplage petite, mais on s'attend à avoir des effets non banals dus à la constante de couplage. Alors, je mentionne ça parce que, bon, c'est très à la mode et très, disons, très lié à cette période, disons, de la physique des particules. Il y a peut-être aussi une motivation plus phénoménologique pour étudier les collisions à des énergies transplanckiennes. Et ça, c'est lié à la physique des accélérateurs, par exemple des LHC. Effectivement, les expérimentateurs ont pris certaines choses très, très au sérieux, peut-être trop,
en écoutant un peu trop les théoriciens probablement, et ils cherchent peut-être une production de trous noirs déjà à LHC. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut aller au-delà de l'échelle des Planck, vous direz mais l'énergie de LHC est beaucoup d'ordre plus bas que l'échelle des Planck. Mais là, on joue sur d'autres choses, c'est-à-dire qu'on peut avoir des modèles, en particulier dans la théorie des cordes, du type Kaluza-Klein, où il y a des dimensions supplémentaires de l'espace qui sont grandes par rapport à la longueur de la corde, par exemple. On peut avoir ces scénarios des brain world, l'univers branaire. On peut, dans certains cas, faire baisser l'échelle de la gravité quantique vers l'échelle de T et V, donc l'échelle d'énergie de LHC. Je vais faire un cas particulier tout à l'heure. Donc, mais c'est très important de... bon, ça, je pense que ces remarques-là, je n'ai pas besoin de les... Laissez-moi faire l'exemple donc des dimensions supplémentaires de l'espace, disons macroscopique. C'est ce qu'on entend par dimensions supplémentaires grand, ça veut dire des dimensions de l'ordre du micron, entre les microns et les millimètres. Millimètres, c'est vraiment déjà exclu, je pense. Mais la chose très intéressante qu'il faut remarquer il y a peut-être une dizaine d'années, en particulier par Dvali, Dimopoulos, Dvali et Arkani Ahmed, c'est que, contrairement à ce qu'on pensait, cette dimension supplémentaire de l'espace, sur l'échelle du millimètre, de la fraction du millimètre, sont permis par tous les tests expérimentaux si seulement la force gravitationnelle se rend compte de leur existence. Alors, dans certains modèles de cordes, on peut jouer sur la différence entre cordes ouvertes et cordes fermées, se rappeler que les vecteurs de la force gravitationnelle sont les cordes fermées, tandis qu'on peut attribuer toutes les autres interactions à des cordes ouvertes qui sont confinées à des brins. Vous vous rappelez les extrémités des cordes ouvertes qui s'attachent à des surfaces. Et donc, on peut concevoir des modèles où la force électromagnétique, par exemple, qui domine la physique atomique, elle ne se rend pas compte qu'il y a des dimensions supplémentaires de l'espace, tandis que la gravitation se rend compte. Et comme les tests de la gravitation à toute petite distance ne sont pas trop fins, trop poussés, on peut concevoir cette possibilité. Alors, prenons cette possibilité et à nouveau, pour voir l'effet des dimensions compactes macroscopiques, on fait à nouveau une comparaison entre l'action efficace de la corde et l'action d'Einstein. Donc, on prend par exemple maintenant en 10 dimensions, à nouveau l'action efficace de la corde que j'avais tout à l'heure. J'assume à nouveau que le dilaton est constant et je le sors de l'intégrale. Mais maintenant, comme il y a 6 dimensions de l'espace qui sont compactes, par hypothèse, je vais extraire aussi un facteur volume en 6 dimensions de l'espace supplémentaire. Et donc, je gagne ce facteur-là devant une action qui maintenant ressemble beaucoup à celle d'Einstein. Je fais l'identification et maintenant j'obtiens le résultat que la longueur de Planck
à 4 dimensions. Maintenant, j'ai la vraie longueur des Planck 10 à moins 33 cm. est lié maintenant à la longueur de la corde divisé par, là j'ai oublié quelque chose, oui, il faut le noter. J'ai oublié, je l'ai rajouté aujourd'hui, je pense que ce n'est même pas dans votre note, je ne suis pas sûr. J'ai oublié le facteur de la... Ici c'est juste, mais la première formule, il me manque ces facteurs-là. Donc, mais vous voyez qu'il y a une différence importante, que si le volume V6 est beaucoup plus grand que la longueur de la corde à la puissance 6, la longueur de Planck est beaucoup plus petite que la longueur de la corde. Ça veut dire que, comme ça, c'est la longueur de Planck mesurée d'une façon expérimentale, c'est-à-dire la constante de Newton fois h bar et tout ça, elle est beaucoup plus petite que la longueur de la corde. Ça veut dire que la longueur de la corde est beaucoup plus grande que 10 à moins 33 cm. Donc, je peux voir des effets de cordes, des effets de gravitation quantique à des distances qui sont beaucoup plus grandes que la longueur de Planck. Et combien plus grand, ça dépend du volume des dimensions internes. Donc, si V6 est de l'ordre de LS à la puissance 6, je ne gagne rien. Donc, si la compactification est sur des échelles typiques de la corde, je ne gagne rien. Mais si par contre V6 est grand par rapport à la longueur de la corde, je gagne. Si vous voulez, on peut rephraser, on peut redire tout ça d'une façon peut-être plus simple et plus physique. Supposons qu'il y a des dimensions supplémentaires de l'espace, des dimensions, disons, 1 mm. La force de Newton, on peut démontrer, reste la même si je la mesure à des distances beaucoup plus grandes qu'un millimètre. Mais si je vais en dessous du millimètre, la force de Newton devient celle typique d'un espace à plus que 3 dimensions, 3 plus 1. Donc, vous savez que la force de Newton va comme 1 sur R2 à 3 dimensions, mais elle va comme 1 sur R à une puissance plus grande que 2, si je suis à plus que 3 dimensions de l'espace. Donc, elle croît plus rapidement et elle devient grande à des distances qui sont beaucoup plus grandes que la longueur de Planck. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle, si on a des dimensions de l'espace, supplémentaires de l'espace, qui sont à l'échelle du millimètre, par exemple, on peut avoir des phénomènes de gravitation quantique à des distances qui sont beaucoup plus grandes que la longueur de Planck. Donc, c'est sur cette base-là qu'on espère peut-être trouver des mini-trous noirs dans des collisions aux accélérateurs. Alors, dans le reste de cette heure, je vais parler des critères d'effondrement gravitationnel dans la théorie classique, dans la relativité générale. Donc, si vous voulez, ça c'est une longue parenthèse avant que la semaine prochaine, on reprend les problèmes de la collision de nos deux cordes. Mais disons, comme on obtiendra certains résultats, il sera très intéressant de faire la comparaison entre les résultats de la collision et c'est ce qu'on s'attend du point de vue de la relativité générale classique. Donc, pour l'instant, on oublie la mécanique quantique, on revient à relativité générale même sans les cordes. Alors, là, je fais un petit résumé de ce qu'on sait, mais disons, il y a beaucoup plus, évidemment, mais disons, là, c'est des highlights de ce qu'on sait sur les critères d'effondrement gravitationnel en relativité générale. On a plusieurs résultats qui sont quelquefois du type analytique et quelquefois type numérique.
Et disons, là, le problème général est assez simple. On part avec des données initiales, en relativité générale, on doit définir certaines données initiales, on laisse évoluer les systèmes et on se demande si, à un certain moment dans l'évolution du système, une partie de l'énergie qu'on a mis dans le système va former un trou noir. Ou si on attend longtemps, toute l'énergie qu'on a envoyée dans le système va se disperser à l'infini sans former rien, rien qui ressemble à un trou noir. Et, disons, l'idée générale, c'est que ces deux possibilités, effondrement et dispersion de l'énergie, quand je dis effondrement, ça ne veut pas dire que toute l'énergie va former un trou noir. C'est comme dans notre galaxie, une partie de l'énergie semble bien être dans le centre de notre galaxie sous la forme d'un trou noir, le reste n'est pas. Donc, quand je parle de régime d'effondrement, ça veut dire qu'une partie de l'énergie forme un trou noir. Alors, les deux possibilités sembleraient être séparées par une surface, disons, critique, du point de vue de la mécanique statistique, telle que si je pars d'un côté de cette surface critique, dans un espace fictif, c'est un espace de paramètres qui caractérise l'état initial. Donc, j'imagine, il y a plusieurs paramètres, peut-être en général un nombre infini, mais je me concentre sur un certain nombre d'entre eux. Donc, ça définit un espace de paramètres. Dans cet espace de paramètres, on s'attend à avoir une surface qui sépare les données qui sont liées à la formation d'un trou noir des données qui ne sont pas liées à la formation d'un trou noir. Et les gens ont étudié, disons, les problèmes de ce point de vue-là. Il y a des analogies très intéressantes avec les transitions des phases en mécanique statistique. Par exemple, on peut se poser la question, si je m'approche beaucoup de cette surface critique, je suis vraiment à la limite de former ou pas former un trou noir. Et si je commence à aller dans la direction de la formation du trou noir, est-ce que tout d'un coup je forme un trou noir avec une masse finie? Alors j'aurai comme une transition du premier ordre, parce qu'il y a comme un saut. D'un côté, je ne forme pas de trou noir, de l'autre côté, je forme tout de suite un trou noir avec une masse, ou peut-être je commence à former un trou noir de masse infinitésimale, et j'étudie comment la masse du trou noir que je forme dépend de la distance de la surface critique. Alors on a des exposants critiques et tout ça. Donc c'est très joli. Je ne vais pas m'attarder sur ces aspects-là. Et je vous donne un peu un panorama. Par exemple, il y a une monographie très célèbre de Christodoulou et Kleinerman. Kleinerman est ici, à ce jour-là. Christodoulou était au Collège de France il n'y a pas longtemps. Donc, qui ont trouvé qu'il y a toute une région sur les côtés de la dispersion. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils ont démontré dans cet article, qui est très long, c'est comme un livre, que si on prend l'espace de Minkowski et on fait une petite perturbation, si la perturbation est suffisamment petite, il n'y a pas de formation de trous noirs. Donc, au moins, on est sûr qu'il y a des cas où ça ne peut pas arriver. Mais le contraire a aussi été démontré, c'est-à-dire que, par exemple, dans le cas des symétries sphériques, Christodoulou a écrit une dizaine de papiers dans les années 90 en donnant des critères pour s'assurer qu'il y a formation du trou noir à partir de certaines données. Et il y a presque 3 ans maintenant, Christodoulou a trouvé aussi un critère plus général qui ne repose pas sur la symétrie sphérique. Je vais l'illustrer tout à l'heure. Il y a eu d'autres travaux
ensuite de Kleinerman et collaborateurs. Il y a aussi un résultat que je vais reprendre un peu plus tard dans mon cours parce qu'on peut le comparer au problème de la collision. Et ça sont des études numériques de Choptwick sur la collision dans un cas asymétrie axiale et dans le régime ultra-relativiste. Donc, c'est un peu le régime qu'on va étudier. Et en général, disons, l'outil de base pour arriver à ce résultat, c'est la construction, l'identification de ce qu'on appelle une surface fermée. C'est comme on appelle closed trap surface, c'est effectivement la même chose que l'horizon d'un trou noir. C'est-à-dire, vous vous rappelez que sur l'horizon du trou noir, le cône de lumière est tangent à la surface et tous les rayons de lumière vont vers l'intérieur de cet espace borné par l'horizon lui-même. Donc, rien ne peut échapper. Donc, on peut définir mathématiquement ce concept de CTS, Closed Trap Surface. Donc, beaucoup de critères pour voir s'il y a au moins la formation de trou noir passent à travers la détermination de l'existence au moins de cette surface. Par exemple, je vous donne une petite illustration de ce que Christodoulou a prouvé dans ses papiers, qui a beaucoup de pages. C'est un très long papier, très difficile à lire, très mathématique. Mais disons, le résultat final est assez joli, assez simple à expliquer. C'est la raison pour laquelle j'essaie de les présenter ici. Donc, je pense que dans les cours 2009, j'ai introduit le diagramme de Penrose. Bon, si ce n'est pas le cas, si vous ne vous rappelez pas ce que c'est, je vous donne juste une idée ici. Cette ligne-là représente dans un diagramme d'espace-temps l'infini passé du type lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Une particule à masse nulle voyage avec la vitesse de la lumière. Donc, si elle arrive ici aujourd'hui, à t égale 0 et x égale 0, ça veut dire que dans le passé, était à une distance r et un temps t égale moins r, n'est-ce pas? Parce que r égale t, hein, en unité vitesse de la lumière égale 1. Alors, cette ligne-là représente les moments où les particules à masse nulle arrivent ici, si vous voulez. Cette ligne-là est paramétrisée par le paramètre t plus r, qui est constant pour une particule de masse nulle qui voyage, qui nous arrive du passé. Tandis qu'il y a une variable u égale t moins r qui correspond à des particules à masse nulle qui partent vers l'infini, et là, c'est cette ligne-là. Bon, bref, c'est ce que Christodoulou a démontré, c'est si on a un flux de particules à masse nulle qui dure un petit intervalle de temps, de ce temps-là, hein, on l'appelle temps avancé, delta. Donc, pendant un petit intervalle de temps delta, on envoie une énergie dans le système qui, en unité de G Newton égale 1, vaut, c'est une longueur aussi, et on construit cette intégrale, donc on intègre toute l'énergie qu'on envoie entre un V égale 0 et un V égale delta, mais sans intégrer sur les angles. Hein, notez bien que là, j'ai intégré sur le temps d'émission, d'arrivée de cette énergie, mais pas sur les angles.
Donc, comme on intègre ça, j'obtiens une autre longueur, parce que m c'est une longueur. Et si cette longueur-là est plus grande qu'une quantité k divisée par 8pi, mais cette borne-là vaut pour tout angle θ phi, donc c'est comme on considère la sphère et on a cette énergie qui arrive pendant un petit intervalle de temps dans les systèmes, alors Christodoulou a démontré qu'on forme effectivement un horizon et il peut mettre une borne sur l'horizon. La borne marche seulement si ce rayon de l'horizon est plus grand que 0, donc si K est suffisamment grand par rapport à delta. Donc, si vous voulez, on compare l'énergie en unité G Newton égale 1 qui arrive dans le système par rapport au temps, à l'intervalle de temps pendant lequel cette énergie arrive. Donc, il faut un flux d'énergie suffisamment concentré dans le temps pour avoir la formation du trou noir. Et donc ça, c'est indiqué par ça. Entre V égale 0 et V égale delta, il y a de l'énergie qui arrive et on mesure, si vous voulez, les rapports entre l'énergie qui arrive et le temps. C'est un nombre pur, et si ce nombre est plus grand que 8pi ou quelque chose comme ça, on a la formation du trou noir. Bon, maintenant, malheureusement, ce critère de Christodoulou est très général, mais malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il fait référence à une situation où l'énergie arrive de tous les côtés. C'est toute la sphère 4pi, d'une façon pas symétrique, mais quand même, il lui faut une borne qui couvre toute la sphère. Mais nous, on est intéressé à des collisions frontales entre deux particules, deux cordes, et donc l'énergie initiale est concentrée dans deux directions seulement, les deux directions opposées des particules qui arrivent. Donc, le critère de Christodoulou n'est pas utile et on doit faire autre chose. Et, disons, pour décrire comment on arrive à déterminer les conditions pour avoir effondrement, c'est très utile d'introduire la métrique d'une particule relativiste. C'est une métrique on va la retrouver parce que comme on va faire cette collision des particules très relativistes, elle joue un rôle très important dans la suite. Donc c'est pour ça que, à nouveau, dans cette parenthèse, j'ai fait une petite digression sur cette métrique-là. Elle s'appelle la métrique de Eichelburg-Sechsel, parce que c'est les auteurs qui l'ont trouvée. J'ai oublié de mettre l'année, je pense que c'est en 60 ou 70, je ne me rappelle plus. Et c'est simplement c'est une métrique, c'est une onde de choc, de choc qui est produite par une particule de masse nulle qui a une énergie fixe. Et alors, on peut l'obtenir de plusieurs façons. Une façon, c'est de dire, bon, qu'est-ce que fait une particule de masse nulle? Elle crée un tenseur énergie-impulsion d'un type très particulier. Les composants de T mu nu dans les équations d'Einstein sont d'un type très particulier. Ils sont seulement dans certaines directions, si vous voulez. Mais il y a aussi une autre façon de l'obtenir, que je pense c'est la façon originale de Eichelburg-Sechsel. Pour m'amuser, je l'ai reproduite, mais ce n'est pas un exercice très banal. Je vous invite à essayer. C'est intéressant, ce n'est pas tout à fait banal, mais on peut l'obtenir de cette façon-là. On prend la métrique de Schwarzschild. La métrique de Schwarzschild, si vous voulez, c'est une particule ou une source sans dimension de masse m. On peut la faire bouger. On peut se mettre dans un système de repères
où cette particule bouge. Après tout, c'est une transformation des coordonnées. On sait faire des transformations des coordonnées en relativité générale. On fait la bouger plus vite, plus vite, plus vite, en augmentant les paramètres gamma du boost de Lorentz. Mais évidemment, l'énergie est le produit gamma m. Donc, si on prend gamma vers l'infini, on obtient une énergie infinie. Ce n'est pas ça qu'on veut. On veut garder l'énergie finie. Donc, on utilise un petit truc. On envoie gamma vers l'infini, mais en même temps, on envoie m vers 0. Et on tient les produits gamma m, qui est l'énergie fixe. Donc, on doit prendre la métrique de Schwarzschild et on prend cette limite-là. Et on regarde qu'est-ce que devient la métrique, et on trouve dans des coordonnées qui sont effectivement liées à les coordonnées de Schwarzschild, mais ici, disons, sont les coordonnées que Eichelburg et Sechsel ont introduites, on obtient une métrique très simple parce que en introduisant les variables, vous vous rappelez, V était T plus R dans le diagramme de Christodoulou. Ici, comme j'ai fait les boosts de Lorentz dans la direction Z, c'est plus utile d'introduire V égale T plus Z et U égale T moins Z. Donc, si ma particule va de gauche vers la droite, et Z croît vers la droite, et elle voyage par exemple à U égale 0, T égale Z. Hein? Elle va à Z positive quand T est très grand et positif. Donc, supposons que la particule voyage à U égale 0, bon, la métrique prend cette forme-là. Cette forme-là diffère d'un espace-temps plat, minkowskien, seulement par ces termes-là, hein, parce que moins du dv est rien d'autre que moins dt2 plus dz2. Et dx2 avec un x gras, hein, un caractère gras, j'espère qu'on le voit, ça veut dire les dx x2 plus dy2. Hein? C'est les dimensions transverses au boost. Donc, à part ces facteurs-là, c'est la métrique de Minkowski. Et ce terme-là a une fonction delta de Dirac par rapport à U, parce que la particule voyage à U égale 0. Hein, j'aurais pu prendre U égale quelque chose. Et la fonction non banale, c'est cette fonction phi des coordonnées transverses qui doit satisfaire une équation de Laplace avec une source qui est une fonction, à nouveau une fonction de Dirac par rapport aux dimensions transverses. Ah voilà, là j'avais fait le cas d'un nombre de dimensions arbitraires, donc x gras, ça veut dire toutes les dimensions sauf la dimension t et z. Alors, c'est facile de résoudre cette équation-là. J'ai mis la solution exacte, disons, en 4 dimensions, c'est là, et en dimensions différentes de 4, c'est une puissance de R avec un coefficient bien précis, disons, moi je n'ai pas mis les coefficients exacts, peut-être je vais les donner une autre fois. Vous voyez qu'à d égale 4, c'est un 1 sur 0 fois quelque chose qui est R à la puissance 0, et les limites de ces rapports-là à une infinie près qu'il n'y a pas de signification physique, c'est les log qu'on a à d égale 4. Donc, cette métrique-là est très simple, mais malheureusement, elle contient une fonction delta de Dirac, donc elle est un peu singulière à cause des coordonnées qu'on a choisies. Une chose importante, c'est de voir les dimensions de ces fonctions phi
elle est évidemment la dimension d'une longueur, parce qu'une delta d'une longueur, c'est dimension 1 sur longueur, donc pour avoir quelque chose sans dimension qui multiplie du2, phi, il faut se rappeler à les dimensions d'une longueur. Effectivement, on les voit en 4 dimensions, c'est une longueur parce que G c'est une longueur. Et le même est vrai dans des dimensions plus élevées. Alors, ça c'est la métrique de Eichelbusch-Sechsel, mais on peut la généraliser, c'est-à-dire on peut prendre les cas où l'énergie, au lieu d'être concentrée sur un point, elle est éparpillée sur l'espace transversal au mouvement, mais on garde toujours le caractère delta Dirac dans la direction du mouvement. Si vous voulez, on garde l'idée que tout marche à U égale 0 ou U égale constante, mais on laisse l'énergie être partagée, disons, distribuée sur les plans transverses au mouvement. Si vous voulez, en anglais, c'est comme un pancake et une crêpe très fine qui bouge. Ça, c'est le cas intéressant parce qu'à cause de la contraction de Lorentz, quand on va faire la collision, disons, tout est rétréci dans la direction du mouvement. Donc, c'est effectivement la limite qui nous intéresse. Et la chose intéressante, c'est que la métrique généralisée de Eichelbusch-Sechsel, c'est très similaire à celle de Eichelbusch-Sechsel. Et la seule différence est que l'équation de Laplace, au lieu d'avoir une delta là, a la distribution d'énergie sur les plans transverses au mouvement. Donc, cette énergie-là, dans le cas précédent, était l'énergie totale fois la fonction delta de Dirac. Ça veut dire que toute l'énergie était concentrée à x gras égale 0, tandis que là, c'est une fonction arbitraire ρ s de x, où par s, j'entends une densité d'énergie par unité de surface, pas de volume, mais de surface transverse. C'est pour ça que j'ai mis l'index S. Mais c'est très facile, en principe, disons, on réduit les problèmes à un problème de quadrature, parce que vous savez, une équation comme ça, on peut la résoudre avec la méthode des fonctions de Green, une fois qu'on a la solution du problème. Voilà, là c'est la fonction de Green du problème, et donc on peut facilement obtenir la solution une fois qu'on donne la fonction ρ. Bon, je mentionne aussi qu'il y a d'autres coordonnées où la métrique est plus compliquée dans un sens, mais elle est meilleure du point de vue de la continuité. Là, on a utilisé des coordonnées qui simplifient au maximum la métrique, mais au prix d'avoir des fonctions delta dans des discontinuités très sévères. Mais on peut choisir d'autres coordonnées où la métrique, j'ai mis des lettres majuscules pour dire que ces coordonnées ne sont pas les mêmes. Il faut redéfinir des coordonnées. Et dans ces cas-là, au lieu d'avoir des fonctions delta dans la métrique, on n'a que des fonctions θ de Heaviside, la fonction jump, mais multipliée même par un facteur U. Donc, vous voyez que maintenant, la métrique est continue et c'est la dérivée première de la métrique qui n'est pas continue. Parce que si je prends la dérivée par rapport à U, j'obtiens une fonction θ. Donc, il y a un saut dans la dérivée première de la métrique. Dans la deuxième de la métrique, il y aura une fonction delta, c'est ce qu'on doit avoir pour reproduire les T mu nu, donc le tenseur énergie-impulsion de ces particules, de ces faisceaux de particules. Alors, c'est intéressant d'étudier
les mouvements des particules d'épreuve, si vous voulez, les géodésiques dans ces métriques-là, on doit faire un peu attention si on utilise la forme de Haeckel-Boussec, c'est la cause des fonctions delta, θ, tout ça, mais on peut les faire et on trouve des choses assez, disons, assez attendues. Par exemple, si j'ai une particule épreuve qui va vers l'onde de choc, hein, l'onde bouge à U égale constante, donc à T égale Z. Elle bouge de la gauche vers la droite et je peux regarder qu'est-ce qu'ils font des particules d'épreuve quand ils rencontrent cette onde de choc. Ça, on peut voir facilement. Il y a une déflexion, un angle de déflexion, c'est-à-dire ils sont déviés. C'est un peu l'analogue de la déflexion de la lumière quand on passe près du soleil, hein, la fameuse déflexion de la lumière. Là, c'est un cas similaire. Les angles de déflexion, qui sont des nombres purs, sont liés aux dérivés, aux gradients de cette fonction phi. Hein, phi avait la dimension d'une longueur. Si je prends des dérivés par rapport à x, j'obtiens des nombres purs et ça donne l'ordre de grandeur des déflexions, des angles de déviation des géodésiques. Par contre, il y a aussi des sauts dans la coordonnée V de la particule épreuve. C'est-à-dire, comme elle rencontre cette onde de choc qui dure un temps infinitésimal, hein, quand elle passe de l'autre côté, elle a fait un saut dans cette variable V. Et bon, il y a aussi un résultat assez amusant que si on prend un disque homogène, donc si on prend comme problème généralisé de Haeckel-Boussec un disque où la densité d'énergie superficielle est homogène, ce disque-là agit comme une lentille gravitationnelle parfaite. C'est-à-dire que toutes les géodésiques, une fois qu'ils ont rencontré l'onde, ils convergent dans un point focal en même temps dans le même point de l'espace. Donc ça fait une lens gravitationnelle parfaite, mais il faut qu'elle soit homogène. Bon, il y a toutes ces propriétés intéressantes, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec, point de vue effondrement gravitationnel? Une onde de choc, elle ne fait rien. Hein, elle se propage tranquillement de moins infini à plus infini, elle ne fait absolument rien. La solution est là, elle n'a pas un trou noir dedans. Mais qu'est-ce qu'il arrive si on prend deux ondes de choc et on les envoie l'une contre l'autre, hein? Alors, disons qu'une est à U égale 0 et l'autre, on la met à V égale T plus Z égale 0. Donc, celle-là, elle bouge de gauche à droite et celle-là, elle bouge de droite à gauche. Évidemment, elles se rencontrent quand les deux équations vont en même temps, que c'est à T égale 0 et à Z égale 0. Donc, au milieu, Z égale 0, T égale 0, on a la collision. Alors, on trouve facilement qu'à T plus petit que 0, la métrique est donnée simplement pour une superposition de deux ondes. C'est-à-dire, si j'écris, par exemple, une onde dans cette forme-là, et l'autre d'une façon similaire, on a une métrique composée de deux qui est ainsi faite. Hein. On voit facilement que dans les deux régions, il se réduit à l'onde précédente. Hein. Ça, c'est une façon mathématique d'écrire ce que je viens de dire. C'est une superposition de deux ondes
qui n'interagissent pas. Ça, c'est clair. C'est à cause de la causalité, ou si vous voulez, de la vitesse de la lumière. Les deux ondes arrivent, mais comme elles voyagent elles aussi, avec la vitesse de la lumière, il ne peut pas interagir avant la collision. S'il y avait des ondes qui se propagent à une vitesse inférieure à la vitesse de la lumière, elles pourraient interagir avant qu'il, par exemple, des corps célestes, des étoiles qui viennent l'une contre l'autre, elles commencent à interagir bien avant qu'ils se heurtent entre eux. Hein. Mais là, ce n'est pas vrai. Et effectivement, la mathématique nous dit la même chose. La solution reste une solution quand t est plus petit que 0. Mais une fois que t est plus grand que 0, c'est-à-dire après la collision, les problèmes de résoudre les équations d'Einstein deviennent très difficiles. On peut les résoudre, on peut les réduire à des quadratures si on considère les cas limites des fronts d'onde infinis et homogènes. Dans ces cas-là, disons, les problèmes se simplifient parce qu'il y a beaucoup de symétrie et les gens ont construit des solutions exactes sous forme de quadratures de ces problèmes-là et on trouve qu'on forme des singularités après un certain temps. Mais ce n'est pas notre cas. Mais heureusement, on peut faire la chose suivante. Donc, on n'a pas vraiment besoin de résoudre le problème après t égale 0 si on est satisfait d'avoir des critères d'effondrement, de suffisance, c'est-à-dire pas de nécessité, mais de suffisance. Ça veut dire on étudie la solution à t égale 0, ou si vous voulez, comme je l'ai noté ici, t égale 0 moins epsilon, un petit instant avant la collision, où on connaît encore la solution, et on peut regarder cet espace-temps en ce moment-là et voir si on peut construire cette surface d'horizon à ce moment-là. Donc, c'est une méthode qui a été suivie par Erdely et Giddings et aussi par moi-même avec un étudiant, qui donne déjà des résultats intéressants, non banals du tout, mais il faut se rappeler que ce sont des critères de suffisance et pas de nécessité. C'est-à-dire, si par cette construction, on arrive à trouver la CTS, on est sûr que dans le développement ultérieur du système, on va former un trou noir. Si on n'est pas capable de construire cet horizon à t égale 0, ça ne veut pas dire que plus tard, l'horizon ne se forme pas. Donc, dans ce sens-là, ce sont des critères incomplets. Bon, on peut essayer, évidemment, de résoudre le problème un peu plus loin que t égale 0 et améliorer les critères. Mais disons, ça commence à devenir un problème assez difficile. Et je vous donne un exemple des résultats. Par exemple, passons directement au cas 2, la collision de deux particules sans dimension, point matériel, à paramètre d'impact B. Donc, B, c'est le paramètre, la distance transverse entre les deux particules qui font la collision. Et grand R, là, c'est les rayons de Schwarzschild, cette fois associés à l'énergie dans les centres de masse du système. Donc, on a cette énergie dans les centres de masse qu'on appelle racine de S, la variable de Mandelstam. C'est une énergie, donc on forme cette quantité R. Et il y a un rapport critique de R sur B qui nous garantit que si ce rapport est plus grand que
1,25, on a la formation du trou noir. On peut faire aussi les cas des sources d'énergie étendues. Et par exemple, avec mon étudiant, on a fait plusieurs exemples. Et l'un qui est très simple, c'est la collision centrale, c'est-à-dire à symétrie axiale, de deux disques des dimensions grand L. Et là, on trouve que le rapport critique R sur L doit être plus petit que 1. Est plus petit que 1. Ça veut dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il se passe si... on sait ce qu'il se passe si le rapport est plus grand, mais disons, on ne sait pas exactement ce qui se passe si le rapport est plus petit que 1. Donc, pour résumer, si on prend une collision entre particules sans dimension, on s'attend à trouver dans les plans BR une ligne critique qui est indiquée par cette ligne rouge. Et c'est ce qu'on sait avec ces critères d'horizon, c'est que cette ligne rouge doit être à la gauche de cette ligne avec une pente qui est 1,25. Okay? Mais on ne sait pas, donc on sait qu'il doit y avoir formation de trous noirs en dessous de cette ligne bleue, mais peut-être il y a aussi un petit peu en dessous. Mais qu'est-ce qu'on s'attend si on remplace notre point avec des cordes? Comme je l'ai dit tout le temps, les cordes sont des objets étendus avec des dimensions typiques d'ordre LS. Donc, on s'attend que la situation pour la collision des cordes est plutôt semblable à la collision des deux faisceaux de particules de masse nulle avec une dimension transverse de l'ordre de la longueur de la corde. Et donc, on s'attend que le diagramme précédent est déformé par les dimensions des cordes de cette façon-là. C'est-à-dire cette ligne rouge qui allait tout au fond, maintenant elle va être détournée, si vous voulez. Et là, on retrouve cette énergie de seuil qu'on avait définie avant. C'est-à-dire qu'effectivement, si l'énergie est plus petite que cette énergie de seuil, d'un côté, on devrait former des trous noirs qui sont plus petits que la longueur de la corde, c'est ce qu'on a exclu. Et d'autre part, les critères d'effondrement nous donnent exactement les mêmes résultats. Il nous dit que si les faisceaux de particules sont plus grands comme taille du rayon de Schwarzschild, on ne va pas avoir formation de trous noirs. Donc, ces deux ingrédients nous donnent les mêmes résultats. On s'attend que, par rapport à la théorie des champs, on a cette région qui s'ouvre, cette région 3, qui, si vous voulez, c'est le correspondant, dans le cas de la collision, de la région qui était en dessous de la courbe de correspondance, où il n'y a pas de trou noir, mais on peut bien étudier les processus de collision dans cette région-là et petit à petit essayer d'approcher, comme on a fait pour l'entropie, cette ligne critique. Donc, je pense que comme c'est déjà 10 heures passé l'heure, je vais reprendre ça la semaine prochaine. C'est-à-dire, on va commencer à étudier maintenant les cas de la collision dans le contexte de la mécanique quantique, ou même de la théorie des cordes, et on va étudier des différents régimes qui correspondent, si vous voulez,
aux différentes régions de cet espace des paramètres. Et on cherchera d'abord de reproduire dans ces processus quantiques quelque chose qui correspond au résultat qu'on s'attend en relativité générale classique, et après on essaiera d'aller au-delà et étudier les problèmes de l'information. Donc il y a toute une série de questions qu'on va se poser quand on passe du problème classique au problème quantique. Est-ce que la matrice S, que j'ai définie tout à l'heure, existe toujours à n'importe quelle valeur des paramètres de la collision? Est-ce que la matrice S développe des singularités quand on approche des valeurs critiques des paramètres qui définissent la collision? Qu'est-ce qu'il arrive à proximité de ces paramètres critiques? Quelle est la relation entre les paramètres critiques au niveau classique et au niveau quantique? Et on aimerait comprendre finalement qu'est-ce qu'il arrive après la collision, quel est l'état final produit par la collision, est-ce qu'il y a des ressemblances entre l'état final produit au niveau quantique par cette collision et c'est ce que la radiation de Hawking prédit. Voilà, on va voir tout ça à partir de la semaine prochaine. Merci beaucoup.